Il existe un métal qui colore le sang des rois, empoisonne les nappes phréatiques de villes entières et se cache dans chaque téléphone que vous avez jamais tenu entre vos mains. Et personne ne sait que c'est le même élément. Laissez-moi vous raconter comment j'ai compris ça. Pas en lisant un manuel, en regardant un bécher sur une paillasse de laboratoire, un mardi matin ordinaire, dans une salle qui sentait l'alcool froid et le caoutchouc brûlé. Le genre d'odeur qui colle aux narines et qu'on n'oublie pas. Un chercheur avait posé un verre transparent sur la table. À l'intérieur, un liquide d'un rouge sombre, presque violet, comme du jus de grenade mal dilué. Il n'avait rien dit. Il avait juste versé une pincée de poudre blanche dedans, avec la lenteur désinvolte de quelqu'un qui a fait ce geste des centaines de fois. Et en quelques secondes, sous nos yeux, le rouge est devenu bleu. Un bleu profond, presque électrique, comme si quelqu'un avait branché une lampe à l'intérieur du liquide. Les gens autour de moi ont ri nerveusement. Ce genre de rire qu'on fait quand on ne comprend pas, mais qu'on ne veut pas le montrer. Le chercheur a souri, a pris une pipette, a laissé tomber 2 gouttes d'un liquide incolore. Le bleu a pâli, s'est étiré vers le jaune, puis s'est stabilisé sur un vert sombre, dense, presque végétal, comme la couleur d'une forêt après la pluie. Personne ne riait plus. Le chercheur a pris un dernier flacon, un ajout, et le verre a viré en quelques secondes à un orange tiède, lumineux, presque comestible. 4 couleurs, un seul liquide. Aucun ajout de colorant, aucune substitution de produit. Le même bécher, du début à la fin. J'ai regardé les gens autour de moi chercher l'explication rationnelle, retourner la question dans leur tête et ne rien trouver. Et c'est exactement dans ce silence inconfortable que réside la chose la plus fascinante de toute cette histoire. Ce n'était pas une illusion, ce n'était pas une manipulation, c'était la nature réelle d'un seul et même élément chimique qui change d'apparence selon ce qu'on lui fait. Comme un acteur qui peut jouer l'assassin et le médecin dans le même film selon le costume qu'on lui donne. La question qui s'est imposée ce matin-là était simple et vertigineuse à la fois. Si un seul atome peut ressembler à quelque chose de complètement différent selon le contexte dans lequel on le place, alors comment peut-on prétendre comprendre quoi que ce soit avec nos yeux? Et si cet élément est capable de ça dans un bécher de laboratoire, qu'est-ce qu'il fait dans les endroits où on ne le surveille pas? La réponse à cette question va vous déranger, parce qu'elle n'est pas abstraite. Elle concerne votre maison, votre corps, et peut-être l'eau que vous avez bue ce matin. Si cette histoire vous accroche déjà, abonnez-vous et laissez un pouce bleu. Ça aide vraiment à faire vivre ce genre de contenu. Maintenant, oublions le laboratoire une seconde. Faites un exercice simple. Pensez à tous les objets que vous avez touchés depuis ce matin. Le robinet, la poignée de la porte, la lame de votre couteau de cuisine, la fourchette, le cadre métallique de vos lunettes peut-être, l'intérieur de votre voiture si vous avez conduit. Et si vous avez subi une opération chirurgicale un jour dans votre vie, les instruments que le chirurgien a tenus au-dessus de vous. Tous ces objets partagent quelque chose. Pas un matériau identique, pas une origine commune. Juste la présence de cet élément, dissous ou déposé en couches microscopiques sur leur surface. Un métal que la plupart des gens seraient incapables de nommer, que personne ne cherche à comprendre dans la vie quotidienne. Et pourtant, sans lui, les salles d'opération du monde entier seraient inutilisables. Les avions ne voleraient pas. Les téléphones que nous tenons toutes les 30 secondes ne fonctionneraient pas. La chaîne du froid alimentaire s'effondrerait. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une exagération destinée à dramatiser un récit. C'est une réalité matérielle, physique, vérifiable. Et ce qui la rend encore plus étrange, c'est que cet élément doit son nom non pas à ce qu'il est, mais à ce qu'il fait aux autres. Son nom vient d'un mot grec ancien qui signifie simplement la couleur. Pas une couleur précise, la couleur en général. Comme si ceux qui l'ont nommé avaient compris, dès le premier instant, que cet élément refusait d'être enfermé dans une seule définition. Qu'il était trop insaisissable pour ça, trop changeant, trop multiple. Et pour comprendre comment il a été découvert, il faut remonter à une époque où un homme a reçu un fragment de pierre rouge, dans un contexte où la science elle-même était un acte de survie. Une époque où nommer un nouvel élément pouvait coûter la vie, ou au contraire,
sauver un nom de l'oubli. La pierre dont je vais vous parler a failli disparaître complètement avant que quelqu'un comprenne ce qu'elle contenait. Et l'homme qui a failli la comprendre est mort avant d'avoir pu le faire. Voilà comment ça s'est passé. Des mineurs travaillant dans une région montagneuse et froide, là où les hivers durent plus longtemps que les étés et où la roche sent le soufre et le fer mouillé, remonte un jour du fond de la terre un minéral que personne n'a jamais vu par ici. Lourd, dense, d'une couleur orangée avec des reflets qui tirent vers le rouge sombre, presque comme de la braise éteinte. Pas brillant comme l'or, pas terne comme le plomb. Quelque chose entre les deux, avec cette espèce d'éclat discret qui donne envie de le retourner dans la main pour voir si la lumière change. Les mineurs ne savent pas quoi en faire. Ils font ce qu'on fait avec tout ce qu'on ne comprend pas. Ils l'envoient à quelqu'un de plus savant. Les échantillons arrivent sur le bureau d'un naturaliste installé dans la capitale, un homme réputé, méthodique, qui a consacré sa vie à classer et nommer ce que la Terre produit. Il examine la pierre. Il note sa densité inhabituelle, sa couleur chaude, l'absence de tout minéral connu qui lui ressemblerait. Il publie une description, lui donne un nom provisoire inspiré de cette teinte presque épicée, presque comestible. Et quelques mois plus tard, il meurt. Les circonstances exactes n'ont jamais été vraiment établies. On parle d'un accident lors d'une autre manipulation chimique. Peut-être, peut-être pas. Le XVIIIe siècle ne s'embarrassait pas d'enquêtes longues et minutieuses sur la disparition d'un savant. Ce qui est certain, c'est que la pierre, elle, ne disparaît pas avec lui. Elle commence à circuler, d'une collection à une autre, d'un cabinet de curiosités à une bibliothèque privée, d'un port à une capitale européenne. Belle, silencieuse, complètement mystérieuse. Des naturalistes la regardent, l'admirent, la rangent sur une étagère. Personne ne pense à la casser pour voir ce qu'elle contient vraiment. Pendant des décennies, elle n'est qu'une curiosité exotique venue de loin, un objet de décoration intellectuelle dans des salons où les hommes de science se retrouvaient pour parler de l'univers autour d'un verre. Ce qui me frappe dans cette histoire, c'est que la réponse était là, physiquement présente, accessible, manipulable, et personne ne l'a vue. Pas parce que les gens étaient stupides, parce qu'ils ne posaient pas la bonne question. Ils regardaient la pierre et voyaient une belle couleur. Ils auraient dû se demander pourquoi elle avait cette couleur. Cette différence entre regarder et vraiment voir, elle va revenir dans cette histoire encore et encore, sous des formes que vous n'imaginez pas encore. 30 ans passent, la pierre attend. Et puis quelqu'un arrive avec la bonne question et les bons outils pour y répondre. Ce quelqu'un n'est pas un génie solitaire. C'est un homme abîmé par ce qu'il vient de traverser, qui cherche dans la chimie une façon de continuer à croire que la connaissance a encore un sens. Cet homme s'appelait Antoine. Il avait une trentaine d'années, des mains habituées aux acides et aux brûlures légères qu'on finit par ne plus sentir, et un maître qu'on venait d'exécuter publiquement 3 ans plus tôt. Son maître était l'un des esprits les plus brillants de son époque. Un homme qui avait transformé la façon dont on comprend la matière, qui avait montré que rien ne se perd, que tout se transforme, que la science peut avoir une élégance presque morale. Et ce même homme avait été conduit à l'échafaud dans une ville qui venait de décider que la connaissance était suspecte, que les savants étaient dangereux, que la République n'avait pas besoin de gens qui réfléchissent trop. On dit que son maître avait demandé quelques secondes supplémentaires avant la lame, juste pour finir une pensée. On lui avait refusé. Antoine savait tout ça, il vivait avec ça. Et malgré tout, ou peut-être à cause de tout ça, il continuait à travailler. Comme si chaque expérience réussie était une petite réponse silencieuse à ceux qui avaient cru qu'on pouvait arrêter la science en arrêtant un homme. Un jour, on lui apporte un fragment de cette pierre orangée qui circule depuis des décennies sans que personne en ait extrait le secret. Il la place dans un creuset, la dissout dans un acide, chauffe doucement, filtre, observe, recommence. Et à un moment donné, dans le résidu qui reste au fond de son récipient, il voit quelque chose qu'aucun chimiste avant lui n'a jamais décrit. Un métal. Gris, dur, sans aucun éclat particulier. Franchement décevant à regarder, pour être honnête. Mais ce métal, dès qu'il entre en contact avec d'autres substances dans les réactions suivantes, produit quelque chose d'extraordinaire.
Chaque nouveau composé a une couleur différente. Orange, vert, violet, jaune, rouge. Un seul métal, une palette entière. Antoine reste un long moment à regarder ces fioles alignées sur la paillasse. Et il comprend que le nom de ce métal ne peut pas désigner sa forme pure, terne et insignifiante. Il doit désigner ce qu'il fait. Ce qu'il révèle quand on le met en relation avec le reste du monde. Il l'appelle du nom de la couleur elle-même. Pas une couleur, la couleur. Et c'est là que tout commence vraiment. Parce que ce métal sans éclat, qui vient de recevoir le nom le plus beau qu'on pouvait lui donner, va se retrouver au cœur de choses que personne, à ce moment-là, ne pouvait imaginer. Le rubis et l'émeraude sont les deux pierres précieuses les plus célèbres de l'histoire humaine. L'une est rouge comme du sang, l'autre verte comme une forêt profonde. Et elles contiennent toutes les deux exactement le même atome, dans exactement le même état. Ce n'est pas une erreur, c'est la réalité. Prenez un instant pour mesurer ce que ça veut dire. Pas deux métaux différents, pas deux états chimiques différents. Le même ion, identique, placé dans deux cristaux différents, produit deux couleurs aux antipodes l'une de l'autre, dans ce que nos yeux peuvent percevoir. Des siècles de bijoutiers, de joailliers, de marchands de pierres précieuses ont manipulé ces deux gemmes sans jamais soupçonner qu'elles partageaient quelque chose d'aussi fondamental. Et la raison pour laquelle elles ont des couleurs aussi différentes est tellement petite, tellement invisible, que ça donne le vertige quand on la comprend vraiment. Voilà ce qui se passe. À l'intérieur d'un cristal, les atomes ne flottent pas librement. Ils sont arrangés dans une structure précise, régulière, comme les pierres d'un mur bien construit. Et quand un ion de ce métal s'insère dans cette structure, il se retrouve entouré d'atomes voisins qui exercent sur lui une pression électrique. Cette pression modifie le comportement des électrons à l'intérieur de l'ion. Elle les force à se répartir différemment sur leur niveau d'énergie. Et selon cette répartition, les électrons absorbent certaines couleurs de lumière et en rejettent d'autres. Ce que vos yeux voient, c'est uniquement la lumière que le cristal ne retient pas. Dans le rubis, les atomes voisins sont proches. La pression est forte. Les électrons absorbent le vert et rejettent le rouge. Dans l'émeraude, les atomes voisins sont un tout petit peu plus loin. La pression est légèrement plus faible. Les électrons absorbent le rouge et rejettent le vert. La différence de distance entre ces atomes est inférieure à 1/1000 de millionième de mètre. C'est à peu près 100 000 fois plus petit que l'épaisseur d'un cheveu humain. Cette distance ridicule, invisible, inimaginable, est la seule chose qui sépare le rouge du vert. La seule chose qui fait qu'un rubis vaut une fortune dans un collier et qu'une émeraude de même taille en vaut une autre dans un autre collier. Des siècles de commerce, de conquête, de jalousie et de guerre autour de pierres dont la couleur dépend d'un écart qu'aucun œil humain ne pourra jamais percevoir directement. Mais voilà ce qui me fascine encore plus que la physique elle-même. Ce métal, Antoine l'avait nommé du nom de la couleur. Et cette décision s'avère être la plus juste qu'on pouvait prendre, pas parce qu'il est coloré lui-même, mais parce qu'il est littéralement le fabricant de couleurs. Il ne possède pas une teinte fixe. Il génère de la couleur à partir de son environnement. Il lit ce qui l'entoure et répond en conséquence. Changez les voisins, vous changez la réponse. C'est le seul élément du tableau périodique qui fonctionne comme ça à ce point. Et cette capacité à se transformer selon le contexte, à être une chose ici et une chose complètement différente là, elle ne s'arrête pas aux gemmes. Elle s'étend à tout ce que cet élément touche, aux peintures, aux pigments, aux couleurs que des artistes ont choisies pour capturer quelque chose de vivant sur une toile. Et c'est là que l'histoire devient vraiment troublante. Il y a dans plusieurs musées du monde des tableaux célèbres dont la couleur principale n'est plus celle que leur auteur a choisie. Et la plupart des gens qui les regardent ne le savent pas. Imaginez un peintre du milieu du XIXe siècle, quelqu'un d'obsédé par la lumière, par les jaunes intenses du soleil méditerranéen, par cette façon qu'a la lumière du sud de rendre les choses presque douloureusement brillantes. Ce peintre découvre un pigment, un composé à base de ce même métal dont nous parlons depuis le début. Un jaune d'une intensité qu'on n'avait jamais vu dans un tube de peinture. Pas le jaune pâle et timide des anciens pigments, un jaune qui crie. Un jaune qui agresse presque l'œil
et qui est exactement ce que ce peintre cherche depuis des années. Il l'utilise partout, dans ses champs, dans ses ciels, dans ses fleurs, dans ses intérieurs. Il construit des toiles entières autour de cette couleur parce qu'elle dit exactement ce qu'il veut dire sur la lumière et sur la vie. Et pendant qu'il peint, il ne sait pas qu'il vient de signer un pacte avec le temps. Ce pigment contient du chrome dans un état chimique particulier, un état qui est stable dans le noir, stable à basse température, mais qui se dégrade lentement sous l'effet de la lumière. Pas en quelques mois, en décennies. Si lentement que personne ne remarque rien pendant la vie du peintre. Et après sa disparition, les toiles passent dans les musées. Elles sont encadrées, protégées, admirées. Et pendant ce temps, dans l'épaisseur du pigment, quelque chose change. L'état chimique du métal se modifie, couche par couche, zone par zone, selon l'exposition à la lumière. Le jaune commence à foncer. Pas uniformément, par plaques, par strates. Certaines zones restent plus lumineuses, d'autres virent vers un brun terreux, un ocre vieilli qui n'a plus rien de la luminosité originale. Et le tableau, qui était censé capturer l'intensité de la lumière du sud, se retrouve à raconter autre chose, à raconter le vieillissement, la dégradation, le silence lent de la chimie qui reprend ses droits sur la vision d'un artiste. Ce que vous voyez quand vous regardez ces tableaux dans un musée aujourd'hui, ce n'est plus la même chose que ce que le peintre a posé sur la toile. Ce n'est pas une copie, ce n'est pas une reproduction. C'est l'original, oui, mais transformé, altéré, par le même élément qui a donné au peintre la couleur dont il rêvait et qui a décidé ensuite, silencieusement, de la reprendre. Des chercheurs ont prouvé que des tableaux exposés dans des musées depuis plus d'un siècle continuent de changer de couleur en ce moment même, et que personne ne peut les arrêter complètement. Mais voilà ce qui est remarquable. Quand cette réalité a été confirmée par des analyses scientifiques précises, la réaction du monde de l'art n'a pas été la panique. Ce fut quelque chose de bien plus intéressant. Une équipe de chimistes spécialisés dans les matériaux anciens a mis au point une méthode pour lire l'état chimique des pigments sans jamais poser un seul instrument sur la surface d'une toile. Ils dirigent un faisceau de lumière de haute énergie sur le tableau à analyser. Ce faisceau traverse les couches de vernis, de peinture, de préparation et revient chargé d'informations sur la composition chimique de chaque strate. Comme un scanner médical, mais pour la peinture. Et ce que ce scanner révèle, c'est précisément à quel endroit du tableau le chrome est en train de changer d'état, dans quelle direction, à quelle vitesse. Ce n'est plus de la restauration au sens classique du terme. On ne répare plus ce qui est abîmé. On prédit où la prochaine dégradation va apparaître avant qu'elle soit visible à l'œil nu. Et on conçoit des conditions de conservation adaptées à chaque zone de chaque tableau. Température précise, niveau d'humidité contrôlé, obscurité partielle pendant les périodes de fermeture. Ce que j'aime dans cette histoire, c'est que la science ne cherche pas à effacer ce que le temps a fait. Elle cherche à ralentir ce qui reste à faire. Elle accepte que la dégradation ait déjà eu lieu, que ces jaunes soient devenus ce qu'ils sont, et elle travaille à partir de là. C'est une forme d'humilité que la technologie n'affiche pas souvent. Et ça dit quelque chose d'important sur cet élément en général. On ne peut pas simplement le neutraliser une fois qu'il a commencé à agir. On peut seulement apprendre à vivre avec lui, en comprenant mieux ses règles. Cette leçon, d'autres domaines ont mis beaucoup plus longtemps à l'apprendre. Des domaines où les conséquences n'étaient pas le noircissement d'une peinture, mais quelque chose de bien plus grave. Mais avant d'arriver là, il y a une autre histoire. Une histoire qui commence non pas dans un musée ou un laboratoire d'analyse, mais dans un atelier métallurgique bruyant et poussiéreux, avec un homme qui regardait une pile de barres d'acier rejetées dans un coin et qui a eu la bonne idée de se demander pourquoi certaines semblaient différentes des autres. Ce moment précis a changé la médecine, l'aviation, l'industrie alimentaire et la chirurgie de façon définitive. Et ce moment était un accident complet. Voilà quelque chose qu'on n'apprend jamais dans les livres d'histoire des sciences. La découverte la plus utile du XXe siècle en métallurgie n'a pas été planifiée, pas financée dans ce but, et n'a pas été comprise immédiatement par celui qui l'a faite. Un ingénieur que j'appellerais Lucien travaillait dans un grand atelier industriel sur un problème très concret et très ennuyeux.
Ils devaient trouver un alliage d'acier qui résiste mieux à l'usure, à l'intérieur de mécanismes soumis à de fortes contraintes thermiques. Rien de glorieux. Un problème d'ingénierie parmi des centaines d'autres. Ils fabriquaient des échantillons, les testaient, les rejetaient, semaine après semaine. L'atelier sentait le métal chaud, l'huile de machine et cette odeur légèrement âcre que les alliages dégagent quand on les chauffe à haute température. Les barres rejetées s'accumulaient dans un coin de l'atelier, posées en vrac sur le sol en béton froid. Lucien n'y pensait plus, il avait passé à autre chose. Et puis un matin, quelque chose d'anodin s'est produit. Il cherchait un outil égaré, il a regardé vers ce coin de l'atelier et il a remarqué quelque chose. La plupart des barres rejetées étaient couvertes d'une fine couche de rouille orangée. Pas toutes. Parmi elles, une dizaine d'échantillons semblaient parfaitement intacts. Pas une tache, pas un point de corrosion, comme si le temps ne les avait pas touchés. Il les a ramassés, il a regardé leur composition dans ses notes. Ces barres avaient toute une chose en commun, une teneur en chrome supérieure à un certain seuil. Il a refait les tests, puis encore une fois, méthodiquement, en variant les proportions. Le résultat se reproduisait à chaque fois. À partir d'une certaine concentration de chrome dans l'alliage, la rouille disparaissait. Pas partiellement, complètement. Ce que Lucien venait de découvrir sans le chercher, c'est que le chrome réagit avec l'oxygène de l'air à la surface de l'acier et forme spontanément une couche d'oxyde extrêmement fine. Tellement fine qu'elle est transparente à l'œil nu. On ne la voit pas, on ne la sent pas. Elle n'a pas de texture particulière. Et pourtant, elle est là, sur toute la surface du métal, comme un film protecteur invisible qui empêche l'oxygène et l'humidité d'atteindre l'acier en dessous. Et ce qui rend cette couche vraiment extraordinaire, c'est qu'elle se répare seule. Si vous la rayez, si vous l'abîmez mécaniquement, en quelques secondes au contact de l'air, elle se reconstitue. Sans intervention, sans traitement, automatiquement. Lucien ne comprenait pas encore toute la portée de ce qu'il venait de trouver. Pour lui, c'était une propriété utile pour des pièces mécaniques. Il ne voyait pas encore les salles d'opération, les implants chirurgicaux, les cuves de brasserie, les turbines d'avion. Il ne voyait pas que cet acier allait devenir le matériau sur lequel repose physiquement une grande partie de notre civilisation. Mais quelqu'un d'autre, très loin, dans un contexte radicalement différent, avait compris quelque chose de similaire presque au même moment. Et la question de savoir à qui appartient cette découverte a alimenté des discussions pendant des décennies. Ce débat, lui, n'a jamais vraiment été tranché. Mais le résultat, lui, était clair. Le monde venait d'avoir accès à un matériau qui l'attendait sans le savoir. Et ce matériau allait presque immédiatement se retrouver au centre d'un enjeu que personne dans un atelier de métallurgie ne pouvait anticiper. Avant que Lucien ne fasse son observation dans cet atelier poussiéreux, les instruments qu'un chirurgien posait sur une plaie ouverte rouillaient parfois avant même la fin de la semaine, même après avoir été stérilisés. Pensez à ça une seconde. Pas dans l'Antiquité. Dans un passé récent, à une époque où les gens conduisaient des voitures et prenaient des trains. Les salles d'opération de l'époque avaient une odeur particulière que les médecins de la génération précédente décrivaient comme un mélange d'alcool, de métal chaud et de quelque chose d'indéfinissable que personne ne voulait vraiment nommer. Les instruments en acier ordinaire se corrodaient. On les retrempait dans des solutions antiseptiques, on les essuyait, on les réutilisait. Et cette corrosion n'était pas qu'un problème esthétique. Elle créait des micro-fissures dans le métal, des recoins impossibles à nettoyer complètement, des surfaces irrégulières où des résidus biologiques pouvaient se loger entre deux utilisations. La stérilisation de l'époque ne suffisait pas toujours à compenser ça. Et puis l'acier inoxydable est arrivé. Et tout a changé d'une façon si profonde, si totale, qu'aujourd'hui personne ne peut même imaginer comment on faisait avant. Les instruments chirurgicaux modernes sont lisses, durs, non poreux, inoxydables. On peut les stériliser des centaines de fois sans que leur surface change d'un micron. Les prothèses dentaires, les plaques qui maintiennent les os fracturés, les agrafes chirurgicales, les fils de suture métalliques, les stents que les cardiologues glissent dans les artères coronaires pour les maintenir ouvertes.
Tout ça existe grâce à cette couche invisible d'oxyde de chrome qui se forme spontanément sur la surface de l'alliage. Et je veux que vous compreniez une chose précise. Cette couche n'est pas appliquée en usine. Elle n'est pas ajoutée comme un revêtement supplémentaire. Elle se forme seule, en quelques secondes, dès que le métal entre en contact avec l'air. Et si vous la rayez, elle se reforme seule, en quelques secondes de plus. C'est un processus entièrement autonome. Le métal se protège lui-même, sans aucune intervention humaine. Et ce même principe, cette même couche invisible, se retrouve dans les cuves des brasseries, dans les tuyaux des usines agroalimentaires, dans les réservoirs qui stockent les produits chimiques, dans les turbines des réacteurs et des moteurs d'avion qui fonctionnent à des températures où d'autres métaux se déforment ou se fracturent. La prochaine fois que vous montez dans un avion et que vous regardez le hublot avec cette légère anxiété que tout le monde ressent un peu au moment du décollage, pensez que les pièces métalliques les plus sollicitées de cet appareil contiennent du chrome, que c'est en partie grâce à cet élément que ces pièces tiennent dans le temps, résistent aux cycles de chaleur et de froid extrêmes et ne cèdent pas sous la contrainte. Ce métal discret, gris, sans éclat, que presque personne ne sait nommer, tient physiquement notre monde en l'air. Mais ce que Lucien ne pouvait pas imaginer dans son atelier, c'est que ce même métal allait très rapidement devenir un enjeu militaire d'une importance que peu d'éléments chimiques ont jamais atteinte dans l'histoire. Et que des décisions prises autour du contrôle de ce métal allaient influencer le cours de conflits que des millions de personnes ont vécu dans leur chair. Il y a une question que les historiens militaires posent rarement, parce qu'elle semble trop technique, trop éloignée des récits habituels de batailles et de stratégies. Cette question, la voilà. Comment fabrique-t-on un blindage capable d'arrêter un projectile, d'absorber le choc, de ne pas se fragmenter dangereusement à l'intérieur du véhicule et de rester maniable à l'échelle industrielle? La réponse implique de la chimie métallurgique avancée. Et au centre de cette chimie, il y a le chrome. Un acier blindé de qualité militaire n'est pas du fer endurci. C'est un alliage précis, calibré, dont les propriétés dépendent directement des éléments qui le composent. Le chrome apporte à la fois la dureté en surface et la capacité à absorber les chocs sans se briser net. Sans chrome en quantité suffisante, un blindage peut être dur, mais fragile, ce qui est presque pire qu'un blindage mou, parce qu'un blindage qui éclate projette des fragments à l'intérieur du véhicule. Pendant les grandes guerres du XXe siècle, la capacité à produire de l'acier blindé de qualité était directement liée à la capacité à s'approvisionner en minerais de chrome. Et ce minerai ne se trouve pas partout. Il se concentre dans quelques zones géologiques précises à travers le monde. Un pays neutre, situé à la croisée de plusieurs influences politiques et géographiques, se retrouve à ce moment-là dans une position extraordinaire. Il possède des gisements importants de ce minerai, et il vend à tout le monde, aux uns parce qu'il paie bien, aux autres parce qu'il ne veut pas se le mettre à dos. C'est une neutralité commerciale qui enrichit, mais qui attire aussi une pression diplomatique croissante. Les puissances qui comprennent l'importance stratégique de ce minerai travaillent activement à couper les approvisionnements de leurs adversaires, pas avec des armées, avec des négociateurs, des contrats d'exclusivité, des promesses économiques, des menaces voilées formulées dans des bureaux climatisés. C'est une guerre parallèle, invisible, qui se déroule en même temps que les combats sur le terrain. Et cette guerre-là, on ne la raconte presque jamais, parce qu'elle n'a pas de bataille spectaculaire, pas de date précise à retenir, pas d'image d'archives. Mais elle a eu des conséquences réelles sur la qualité des équipements militaires, sur la capacité des industries de guerre à tenir dans la durée, et peut-être sur l'issue de certains affrontements. Ce qui est certain, c'est que les analystes des grandes puissances de l'époque suivaient les stocks de minerais de chrome comme d'autres suivaient les réserves de carburant, avec la même anxiété, avec la même conscience que si ce chiffre tombait en dessous d'un certain seuil, quelque chose de fondamental allait se dérégler dans la machine de guerre. Et après ces conflits, quand le monde a essayé de se reconstruire et de s'organiser différemment, la question du chrome n'a pas disparu. Elle s'est simplement déplacée. Elle a changé de vocabulaire. Et elle est devenue encore plus complexe, encore plus inconfortable, parce qu'elle a commencé à mêler la géologie, la politique et quelque chose que les nations occidentales aimaient appeler leurs valeurs. Des gouvernements qui se disaient défenseurs des droits humains
achetaient en secret le minerai d'un régime qu'ils condamnaient publiquement dans leurs discours officiels. Et ils le savaient parfaitement. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une interprétation, c'est ce qui s'est passé pendant plusieurs décennies, dans la période qui a suivi les grandes guerres du XXe siècle. La question du chrome n'avait pas disparu avec la fin des conflits armés. Elle s'était simplement transformée en quelque chose de plus feutré, de plus diplomatique, de plus hypocrite aussi. Voilà la situation concrète. Les plus grandes réserves mondiales de minerais de chrome se trouvaient concentrées dans un seul pays, gouverné à cette époque par un régime qui imposait une ségrégation raciale totale à sa population. Les nations industrialisées d'Europe et d'Amérique du Nord avaient adopté des résolutions officielles condamnant ce système. Des discours étaient prononcés, des sanctions partielles étaient évoquées dans des assemblées internationales. Et pendant ce temps, les mêmes nations continuaient d'importer le minerai, pas discrètement, pas en contournant des règles claires, simplement en décidant collectivement que cette ressource était trop importante pour qu'on puisse se permettre d'en couper l'accès, quelle que soit la situation politique là-bas. Les analystes stratégiques de l'époque avaient un nom pour le scénario qu'ils redoutaient le plus. Ils l'appelaient « la rupture d'approvisionnement en minerais critiques ». Et dans leurs documents internes, ce scénario n'était pas présenté comme un risque économique. Il était présenté comme une menace pour la capacité de défense nationale. Parce que sans chrome en quantité suffisante, les industries aérospatiales et militaires ne pouvaient pas fonctionner à leur niveau habituel. Les turbines d'avion, les blindages, les composants de précision qui résistent à des températures extrêmes, tout ça dépendait de ce minerai. Et les stocks disponibles localement n'auraient pas tenu très longtemps. Ce qui rend cette situation particulièrement inconfortable à regarder rétrospectivement, c'est la clarté du calcul. Les gouvernements concernés savaient exactement ce qu'ils faisaient. Ce n'était pas de l'ignorance, c'était un choix délibéré entre deux priorités, et la ressource minérale gagnait à chaque fois. La morale officielle s'arrêtait exactement là où commençait la dépendance industrielle. Et ce n'est pas une leçon du passé, c'est un mécanisme qui fonctionne encore aujourd'hui, avec d'autres ressources, d'autres pays, d'autres discours. Le chrome a simplement été l'un des premiers éléments à rendre ce mécanisme visible, pour ceux qui voulaient bien le regarder en face. Mais toute cette géopolitique, toutes ces négociations feutrées dans des bureaux climatisés, toute cette distance entre les centres de décision et les réalités du terrain, elles ont une contrepartie. Une contrepartie silencieuse, souterraine, au sens littéral du terme, qui ne fait pas la une des journaux et qui empoisonne pourtant des vies réelles, dans des endroits réels, pendant des années. Et cette contrepartie, elle a un visage très précis, celui d'une ville tranquille, d'un quartier ordinaire, et d'une eau qui coule claire dans les robinets de cuisine. Une entreprise peut savoir que l'eau qu'elle a contaminée est dangereuse, continuer à se taire pendant des années, et personne autour ne fait le lien entre les maladies qui s'accumulent et ce qui se passe sous terre. Voilà la réalité de ce que j'appelle la face cachée du chrome. Pas le métal spectaculaire des gemmes et des blindages. La version qui se dissout dans une nappe phréatique et qui entre dans le corps des gens sans qu'ils le sachent. Situons le contexte. Une entreprise industrielle exploite depuis de nombreuses années un site de traitement. Dans ces installations, elle utilise un composé chimique à base de chrome pour protéger ses équipements métalliques de la corrosion. C'est une pratique standard à l'époque. Ce composé, dans sa forme chimique particulière, est efficace. Il forme cette même couche protectrice dont nous avons parlé. Et les eaux usées chargées de ce composé, une fois utilisées, sont déversées dans de grands bassins à ciel ouvert creusés dans le sol. Le raisonnement est simple. L'eau va s'évaporer sous la chaleur. Les résidus vont se déposer au fond. Pas de problème. Ce que les responsables n'avaient pas calculé, ou avaient choisi de ne pas calculer, c'est que le sol sous ces bassins n'est pas imperméable. Il est poreux. Et les composés chimiques dissous dans l'eau ne s'évaporent pas. Ils filtrent vers le bas, lentement, millimètre par millimètre, jusqu'à atteindre la nappe phréatique qui alimente les puits et les robinets des habitations environnantes. Pendant des années, les familles qui vivent dans ce quartier boivent cette eau. Ils la donnent à leurs enfants. Ils l'utilisent pour tout. L'eau est claire, elle n'a pas de goût particulier. Rien ne signale un danger. Et pendant ce temps, le composé de chrome pénètre dans les organismes. Dans cette forme chimique précise,
Il est classé comme cancérigène avéré par les instances sanitaires internationales. Son mécanisme d'action est particulièrement insidieux. Il entre dans les cellules en se faisant passer pour un autre composé naturellement présent dans le corps. Les transporteurs cellulaires ne font pas la différence. Ils l'introduisent à l'intérieur des cellules comme si c'était une substance connue et utile. Et une fois à l'intérieur, il commence à interagir avec l'ADN. Il génère des réactions qui endommagent les brins génétiques, créent des erreurs dans le code de réplication, ouvrent la voie à des mutations. Les années passent, les cancers apparaissent. Poumons, estomac, tissus rares. Les médecins locaux parlent de cas isolés, de malchance, de facteurs génétiques. Personne ne regarde l'eau, personne ne teste la nappe phréatique. Les familles enterrent leurs proches et ne comprennent pas pourquoi leur quartier semble frappé par une malchance particulière. Ce qui va finir par briser ce silence ne sera pas une grande enquête journalistique. Pas un lanceur d'alerte depuis l'intérieur de l'entreprise. Pas une étude épidémiologique commandée par les autorités sanitaires. Ça sera quelqu'un qui cherchait quelque chose de complètement différent, qui a tiré un fil qui ne semblait pas important, et qui a découvert quelque chose qu'on lui avait dit de ne pas chercher. Une femme, sans diplôme scientifique, sans titre, sans laboratoire, a découvert ce que des ingénieurs payés depuis des années pour surveiller le site n'avaient jamais voulu voir. Elle s'appelait Camille. Elle travaillait comme assistante dans un petit cabinet juridique, celui qui gérait des dossiers ordinaires, des successions, des litiges de voisinage, des transactions immobilières. Rien de spectaculaire. Un matin, elle ouvre un dossier de rachat d'une maison dans un quartier périphérique d'une ville industrielle. Et à l'intérieur de ce dossier, elle trouve des documents médicaux, des bilans, des comptes rendus d'hospitalisation, des résultats d'analyse. Elle fronce les sourcils. Ce genre de document n'a rien à faire dans un dossier immobilier. Elle le signale à son responsable. Il lui dit de ne pas y prêter attention, que ça arrive, que les dossiers se mélangent parfois. Elle range les documents. Mais quelque chose reste coincé dans sa tête. Quelques semaines plus tard, dans un autre dossier concernant le même quartier, elle retrouve la même anomalie. Des documents médicaux, des noms différents, des diagnostics qui reviennent. Elle commence à noter. Elle crée un tableau sur une feuille de papier, à la main, avec les noms, les adresses, les pathologies qu'elle peut lire dans ces documents. Et ce qu'elle voit sur ce tableau la fait s'arrêter. La concentration de cas graves dans un périmètre très restreint est impossible à expliquer par la simple malchance statistique. Elle décide d'aller voir sur place. Ce premier déplacement dans ce quartier, elle me l'aurait décrit comme une gifle silencieuse. Des maisons ordinaires, des jardins soignés, des enfants qui jouaient dans la rue. Et en frappant aux portes, en expliquant qu'elle travaillait dans un cabinet juridique et qu'elle cherchait à comprendre ce qui se passait dans le quartier, elle entend des histoires. Des pères décédés d'un cancer rare à moins de 50 ans. Des mères qui suivent des traitements depuis des années. Des enfants qui ont grandi avec des maladies chroniques inexpliquées. Les gens parlent avec une résignation qui est presque pire que la colère. Comme s'ils avaient accepté que leur quartier soit maudit, sans chercher à comprendre pourquoi. Camille revient au cabinet avec des notes plein les mains et une certitude plein la tête. Elle demande à consulter tous les anciens dossiers liés à ce secteur. Elle passe des semaines à les éplucher. Et dans les couches les plus anciennes de ces archives poussiéreuses, elle trouve une mention. Un incident déclaré plusieurs décennies auparavant par une entreprise industrielle située en bordure du quartier. Un déversement accidentel, des bassins de rétention, une promesse de contrôle. Et rien d'autre. Aucun suivi, aucune analyse des eaux souterraines, aucun test sur les puits des habitations voisines. Elle fait analyser des échantillons d'eau du quartier par un laboratoire indépendant. Les résultats arrivent une semaine plus tard. Le taux de composé de chrome dans l'eau de certaines parcelles est plusieurs fois supérieur aux seuils acceptables. Elle transmet le dossier à son patron avec une note d'une seule page. La procédure judiciaire qui s'engage ensuite est longue, épuisante, contestée à chaque étape par les avocats de l'entreprise. L'entreprise nie. Elle conteste la méthodologie des analyses. Elle minimise les risques. Elle invoque des études internes qui concluent à l'absence de danger. Mais Camille avait quelque chose que les avocats de l'entreprise n'avaient pas prévu. Elle avait les gens. Elle avait leurs noms, leurs visages, leurs histoires.
Et ces histoires, présentées devant un tribunal avec les analyses chimiques en appui, construisaient une image que personne dans la salle ne pouvait ignorer. La décision finale, plusieurs années après cette première feuille de papier griffonnée à la main, aboutit à l'une des condamnations pour pollution environnementale les plus importantes qu'une juridiction civile ait prononcées dans cette région. L'entreprise dut financer des décennies de dépollution. Et ce qui est resté de cette histoire, au-delà des chiffres, c'est une question que Camille posait à chaque fois qu'on lui demandait comment elle avait trouvé. Elle répondait que ce n'était pas elle qui avait cherché, c'étaient les gens qui lui avaient dit la vérité, et elle avait simplement accepté de les écouter jusqu'au bout. Mais voilà le paradoxe qui rend cette histoire vraiment étrange. Ce même élément qui avait empoisonné l'eau de ce quartier, qui avait traversé des parois cellulaires en se faisant passer pour autre chose, qui avait déclenché des mutations dans les organismes de gens qui n'en savaient rien, ce même élément existe aussi dans une forme qui est non seulement inoffensive, mais nécessaire. Et il est en ce moment dans votre corps. Voici quelque chose que la quasi-totalité des gens ne sait pas. Sans une quantité infime de chrome dans votre organisme, votre corps gère moins bien le sucre que vous mangez. Et cette découverte a été faite par accident, exactement comme l'acier inoxydable, exactement comme la contamination de ce quartier a été découverte par accident. Des chercheurs en biochimie nourrissaient des animaux de laboratoire avec un régime alimentaire totalement synthétique et chimiquement contrôlé. L'idée était simple, éliminer toutes les variables inconnues pour étudier des mécanismes précis. Mais quelque chose d'inattendu se produisait. Les animaux développaient progressivement des troubles dans leur façon de réguler le glucose sanguin. Leur organisme produisait de l'insuline normalement, mais les cellules y répondaient moins bien, comme si le signal passait mal. Comme si le récepteur était là, mais que quelque chose manquait pour qu'il fonctionne à plein régime. Les chercheurs ont commencé à ajouter des éléments un par un au régime de base pour identifier ce qui manquait. Ils ont essayé plusieurs métaux traces. Rien ne changeait. Et puis, ils ont ajouté une quantité microscopique de chrome trivalent. Et la perturbation a disparu. La réponse des cellules à l'insuline est redevenue normale. Ce résultat les a surpris. Pas parce qu'il était difficile à reproduire, il l'était parfaitement à chaque tentative. Mais parce qu'il impliquait quelque chose de contre-intuitif. Un métal dont la forme hexavalente est un poison cellulaire reconnu était, dans sa forme trivalente, un acteur de la régulation métabolique. Ce n'est pas la même substance sur le plan biologique. C'est le même élément chimique, avec des propriétés radicalement opposées selon l'arrangement de ses électrons. La quantité dont votre corps a besoin est tellement petite qu'on la mesure en millionièmes de grammes par jour. C'est moins que ce qui resterait sur le bout de votre doigt si vous effleuriez une surface métallique. Et pourtant, à cette dose infinitésimale, le chrome joue un rôle dans la façon dont vos cellules captent et utilisent le glucose. Ce rôle est particulièrement actif quand l'alimentation est riche en sucre rapide. Plus vous consommez de glucose d'un coup, plus votre organisme mobilise des mécanismes de régulation, et le chrome intervient dans l'efficacité de ces mécanismes. Ce qui est troublant, c'est le moment où cette connaissance devient réellement pertinente à l'échelle de populations entières. Les modes d'alimentation modernes, les aliments ultra transformés, les farines raffinées, les sucres ajoutés partout, ont plusieurs effets combinés. Ils augmentent la demande de régulation du glucose. Et en même temps, ils appauvrissent l'alimentation en chrome biodisponible, parce que le raffinage des céréales élimine la majorité des minéraux traces présents dans le grain complet. On mange plus de sucre et moins de ce qui aide à le gérer. Ce n'est pas la seule explication à la montée des troubles métaboliques dans les sociétés contemporaines, mais c'est un facteur documenté, mesuré, reproductible. Et il implique un élément que personne ne pense à mentionner quand on parle de nutrition. Ce même élément qui colore les gemmes, qui protège les bistouris des chirurgiens, qui a empoisonné des nappes phréatiques, qui a influencé des équilibres militaires, vit aussi dans votre corps en quantité invisible et y joue un rôle silencieux que la science a mis très longtemps à voir. Et cette capacité à être partout, sous des formes opposées, avec des effets radicalement différents selon le contexte, elle n'est pas finie de nous surprendre. Un physicien a produit le premier rayon laser de l'histoire humaine avec un bout de cristal rouge qu'il avait acheté dans une boutique de minéraux,
après que l'institution scientifique lui avait refusé le financement pour le faire correctement. Je veux que vous imaginiez la scène. Un laboratoire de taille modeste, du matériel bricolé avec les moyens du bord, des bobines de câbles qui traînent sur les établis, une odeur de métal chaud et d'isolation électrique légèrement surchauffée. Et au centre de tout ça, un cylindre de rubis synthétique, long comme 2 doigts, poli à ses 2 extrémités jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement plane et réfléchissante. Un miroir totalement opaque d'un côté, un miroir qui laisse passer une petite fraction de la lumière de l'autre. Et autour du cristal, enroulé en spirale, une lampe à éclairs, le genre qu'on utilisait dans les appareils photo de l'époque. L'homme qui avait construit ce dispositif s'appelait Étienne. Il avait passé des mois à convaincre des comités de financement que cette idée valait la peine d'être poursuivie. Il avait essuyé des refus polis, des regards sceptiques, des commentaires d'experts qui expliquaient patiemment pourquoi le rubis était un mauvais choix comme milieu actif. Trop de pertes, trop peu efficace, pas assez stable. Étienne avait continué quand même. Avec les ressources qu'il trouvait, avec le temps qu'il pouvait dégager entre ses autres obligations. Et ce matin-là, dans ce laboratoire qui sentait l'effort et l'entêtement, il allume la lampe à éclairs. Ce qui se passe dans le cristal en quelques millionièmes de seconde est d'une précision remarquable. La lumière blanche intense de la lampe frappe les ions de chrome insérés dans le réseau cristallin du rubis. Ces ions absorbent certaines longueurs d'onde de cette lumière, exactement comme nous en avons parlé quand nous comparions le rubis et l'émeraude. Les électrons des ions de chrome absorbent l'énergie, montent à un niveau supérieur, restent là un instant très bref, puis redescendent en libérant des photons d'une longueur d'onde très précise, rouge. Et quand ces photons commencent à se multiplier, ils déclenchent une réaction en chaîne. Chaque photon libéré stimule les ions voisins à libérer leurs propres photons, tous identiques, tous dans le même sens, tous parfaitement synchronisés. Cette avalanche de lumière rebondit entre les 2 miroirs aux extrémités du cristal, s'amplifie à chaque passage et finalement, une fraction de cette lumière passe à travers le miroir partiellement transparent. Ce qui sort de là n'est pas de la lumière ordinaire. C'est quelque chose que la nature ne produit pas spontanément. Un faisceau de lumière parfaitement cohérent, dans lequel tous les photons vibrent ensemble, en phase, dans la même direction. Étienne avait mesuré ce faisceau, il avait vérifié, il avait recommencé. Et il avait compris que ce qui venait de se passer dans ce cylindre de rubis rouge était une première absolue dans l'histoire de la physique. Le premier rayon laser visible jamais produit par un être humain. Il avait envoyé son article à une grande revue scientifique. La revue avait refusé de le publier, estimant que le sujet des lasers était trop encombré de travaux spéculatifs. Un autre journal avait accepté. L'article était paru, et la communauté scientifique avait mis un certain temps à mesurer l'importance de ce qui venait d'être accompli. Les applications de ce premier rayon rouge sorti d'un cristal contenant des ions de chrome sont aujourd'hui dans les cabinets de dermatologie, dans les blocs opératoires d'ophtalmologie, dans les équipements industriels de mesure de précision. Et la reconnaissance officielle suprême que ce domaine a valu à d'autres chercheurs n'a jamais trouvé le chemin vers Étienne. C'est l'une de ces injustices discrètes que l'histoire des sciences porte en elle, sans jamais vraiment les résoudre. Un homme qui avait produit quelque chose d'historique avec des moyens insuffisants, après des refus répétés, et dont le nom reste en marge des récits officiels. Mais le cristal de rubis, lui, contient toujours ces mêmes ions de chrome. Et cette lumière rouge, née d'un atome qu'un chimiste avait nommé du nom de la couleur, continue de traiter des patients, de couper des matériaux, de mesurer des distances avec une précision que rien d'autre n'atteint. Ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est que ce même cristal nous ramène à quelque chose que nous n'avons pas encore dit. Quelque chose d'encore plus fondamental. Parce que pendant qu'Étienne travaillait dans son laboratoire avec ses moyens limités, d'autres utilisaient ce même élément d'une façon si invisible, si profondément enfouie dans la structure de nos objets quotidiens, que même les gens qui fabriquent ces objets ne pensent pas toujours à le mentionner. Il y a dans chaque téléphone que vous avez tenu dans vos mains quelque chose que personne ne vous a jamais expliqué, et qui est là depuis le début de l'électronique moderne. Voilà le problème de base que les ingénieurs en microélectronique ont dû résoudre dès les premières générations de circuits imprimés.
Le cuivre est le meilleur conducteur électrique pratique qui existe pour fabriquer des pistes conductrices sur un circuit. Il est relativement abondant, il se travaille bien, il conduit l'électricité avec très peu de résistance. Mais le cuivre ne s'accroche pas au silicium. Si vous déposez une fine couche de cuivre directement sur une plaque de silicium ou sur du verre, elle se décolle. Elle n'adhère pas. Pas assez d'affinité chimique entre ces deux matériaux pour que le lien tienne dans la durée, surtout quand le circuit chauffe et refroidit à chaque utilisation, créant des contraintes mécaniques microscopiques qui finissent par délaminer les couches mal liées. La solution trouvée est d'une élégance silencieuse. Avant de déposer le cuivre, on dépose d'abord une couche de chrome. Une couche tellement fine qu'on la mesure en nanomètres, parfois en dizaines de nanomètres. Invisible à l'œil nu, indétectable au toucher. Mais chimiquement, cette couche fait quelque chose que le cuivre ne peut pas faire seul. Elle s'accroche au silicium d'un côté, et elle s'accroche au cuivre de l'autre. Elle est le pont entre deux matériaux qui refusent de se parler directement. Sans elle, le circuit se délaminerait. Les pistes conductrices se décollent. L'objet cesse de fonctionner. Chaque smartphone qui existe aujourd'hui, chaque ordinateur portable, chaque tablette, chaque serveur qui fait tourner les plateformes que vous utilisez quotidiennement, tous contiennent quelque part dans leur couche interne cette interface de chrome. Des quantités infimes, quelques milligrammes au total dans un appareil entier, mais fonctionnellement irremplaçables. Et il y a une autre application encore plus fondamentale dans la fabrication des puces. Pour graver les circuits sur le silicium, les industriels utilisent des masques photographiques. Ce sont des plaques de quartz transparents sur lesquelles on dépose un motif opaque. La lumière passe là où le masque est transparent et est bloquée là où le motif opaque est présent. Ce motif opaque est fait de chrome, parce que le chrome absorbe les longueurs d'onde utilisées dans ces procédés avec une efficacité remarquable, et parce qu'une couche de chrome sur du quartz est extrêmement stable. Elle ne se dégrade pas sous des expositions répétées à des lumières intenses. Elle ne change pas de forme. Elle ne se fissure pas avec le temps si elle est correctement déposée. Chaque puce électronique produite depuis plusieurs décennies est passée par cette étape. La lumière traverse le masque en chrome, impressionne le silicium et dessine les transistors qui constituent le cerveau de tous nos appareils. Le chrome est dans la chaîne de fabrication de chaque processeur que vous avez jamais utilisé. Dans le téléphone dans votre poche, dans l'ordinateur sur votre bureau, dans les systèmes embarqués de votre voiture, toujours invisible, toujours là. Et ce que je trouve vertigineux dans tout ça, c'est la continuité. Cet atome qui a coloré les gemmes de roi, qui a protégé des bistouris, qui a pesé dans des négociations militaires secrètes, qui a empoisonné une nappe phréatique, qui a produit le premier rayon laser, qui vit en trace dans votre sang. Ce même atome est aussi le liant invisible entre le silicium et le cuivre dans la puce qui affiche ces mots. Mais il reste encore une histoire à raconter sur le chrome, la plus ancienne de toutes. Celle qui se passe non pas dans un laboratoire ou une usine, mais dans les roches elles-mêmes, à une profondeur de temps que l'esprit humain a du mal à saisir. Des médecins ont implanté dans le corps de dizaines de milliers de patients une prothèse censée durer toute une vie. Et cette prothèse a commencé à se dissoudre lentement à l'intérieur de leur tissu, sans que personne ne les prévienne. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas un cas isolé. C'est ce qui s'est passé avec une génération entière de prothèses de hanches, fabriquées dans un alliage de chrome et de cobalt. Revenons en arrière pour comprendre comment on en est arrivé là. Les prothèses de hanches existent depuis plusieurs décennies. Les premières générations utilisaient une tête métallique qui glissait dans une cupule en plastique très dense. Ce plastique s'usait avec le temps, produisait des microfragments qui irritaient les tissus environnants et finissaient par provoquer un dessèlement progressif de la prothèse. Les chirurgiens cherchaient une solution plus durable. Et l'idée semblait logique, remplacer le plastique par du métal. Métal contre métal. Deux surfaces en alliage chrome-cobalt, dures, lisses, résistantes à l'usure. Sur le papier, cette combinaison devait durer bien plus longtemps que la version plastique. Les essais cliniques initiaux semblaient prometteurs. Les prothèses tenaient. Les patients marchaient. Les chirurgiens étaient satisfaits. Et puis, quelques années après les premières implantations massives, des signaux ont commencé à apparaître dans les consultations de suivi.
Des patients qui revenaient avec des douleurs diffuses dans la hanche et la cuisse. Pas le genre de douleur qu'on associe à une prothèse qui se décèle mécaniquement. Quelque chose de différent. Une faiblesse musculaire progressive. Une sensation de chaleur profonde dans la jambe. Et dans certains cas, des masses palpables autour de l'articulation qui n'auraient pas dû être là. Les radiographies montraient des zones sombres autour des composants métalliques. Les analyses sanguines révélaient des taux élevés d'ions de chrome et de cobalt circulant librement dans l'organisme. Ce qui se passait était mécanique et chimique à la fois. À chaque pas, la tête métallique glissait dans les cupules métalliques, et à chaque glissement, des particules microscopiques se détachaient des deux surfaces. Pas visibles à l'œil nu, beaucoup trop petites pour être perçues, mais présentes. Ces particules dérivaient dans le liquide articulaire, pénétraient dans les tissus environnants et déclenchaient une réaction immunitaire particulièrement violente. Les cellules de défense de l'organisme, en essayant d'éliminer ces fragments métalliques, mouraient à leur contact et libéraient des substances inflammatoires en grande quantité. Cette inflammation massive détruisait progressivement les tissus musculaires et nerveux autour de la prothèse. Des patients perdaient une partie importante de leur masse musculaire dans la cuisse. Des nerfs étaient endommagés de façon irréversible. Et tout ça se déroulait en silence, sans douleur aiguë initiale, pendant des mois ou des années. Le fabricant de la prothèse la plus répandue parmi celles qui posaient problème a finalement lancé un rappel mondial concernant des dizaines de milliers d'implants déjà posés dans des corps à travers le monde. Des patients ont dû subir des opérations de révision pour retirer la prothèse défaillante et en poser une nouvelle. Des interventions lourdes, risquées, douloureuses, sur des personnes souvent âgées dont les tissus environnants avaient déjà été endommagés. Les procédures judiciaires qui ont suivi ont abouti à des indemnisations dont le montant total a dépassé plusieurs milliards. Mais aucune somme ne répare un muscle nécrosé ou un nerf sectionné. Ce qui est resté de cette histoire dans le monde médical, c'est une leçon brutale sur la différence entre ce qui fonctionne dans un test de laboratoire et ce qui se passe dans un corps vivant, qui marche, qui court, qui monte des escaliers pendant 20 ans. Le chrome, dans cet alliage, n'était pas en cause dans sa forme chimique toxique. C'était sa forme métallique qui posait problème, sous forme de particules mécaniques libérées par friction. Même élément, mécanisme de nuisance complètement différent. Et ça nous ramène à quelque chose que cet élément nous enseigne depuis le début de cette histoire. Il ne choisit pas d'être utile ou nuisible. C'est nous qui choisissons le contexte dans lequel nous le plaçons. Et quand nous nous trompons sur ce contexte, les conséquences ne sont jamais abstraites. Elles ont des noms, des adresses, des histoires personnelles. Mais la dernière dimension du chrome que je veux vous raconter n'est pas médicale. Elle est géologique. Et elle est vertigineuse, d'une façon que rien de ce que j'ai dit jusqu'ici ne prépare vraiment. Les atomes de chrome que vous portez dans votre corps en ce moment ont été fabriqués dans une étoile qui a explosé avant que notre Soleil existe. Et ces mêmes atomes ont enregistré dans des roches terrestres le moment précis où la vie complexe est devenue possible sur cette planète. Commençons par le début de cette histoire, qui est aussi le début de presque tout. Les sédiments marins sont les archives les plus complètes que la Terre possède sur elle-même. Couche après couche, déposées pendant des centaines de millions d'années au fond des océans, ces roches enregistrent la chimie de l'eau, la composition de l'atmosphère, la température des mers. Chaque couche est une page, et dans ces pages, les atomes de chrome se comportent comme un témoin particulièrement précis, parce que leur répartition entre différentes variantes de masse change de façon mesurable selon une seule condition. La présence ou l'absence d'oxygène libre dans l'atmosphère. Voilà pourquoi. Dans une atmosphère sans oxygène, le chrome reste dans les roches sous sa forme trivalente, insoluble, immobile. Il ne se dissout pas dans l'eau, il n'atteint pas les océans, il ne se dépose pas dans les sédiments en quantité significative. Mais quand l'oxygène commence à apparaître dans l'atmosphère, il oxyde progressivement le chrome des roches exposées à la surface. Le chrome passe à sa forme hexavalente, soluble, mobile. Il se dissout dans l'eau de ruissellement, atteint les rivières, arrive dans les océans et se dépose dans les sédiments du fond. Et lors de ce voyage,
les variantes lourdes du chrome se séparent légèrement des variantes légères, d'une façon mesurable avec des instruments modernes. Des géochimistes ont prélevé des échantillons de roches sédimentaires très anciennes sur plusieurs continents. Ils ont mesuré dans chaque couche le rapport entre les variantes lourdes et légères du chrome. Et ils ont découvert quelque chose de remarquable. Ce rapport change brutalement à un moment précis dans l'histoire géologique de la Terre. Avant ce moment, les couches sédimentaires ne montrent presque aucun signal de chrome soluble. Après ce moment, le signal apparaît clairement et régulièrement. Ce moment correspond exactement à ce que les géologues appellent la grande oxygénation. Un événement survenu il y a plus de 2 milliards d'années, quand des micro-organismes photosynthétiques ont commencé à produire de l'oxygène en quantité suffisante pour qu'il s'accumule dans l'atmosphère terrestre. Avant cet événement, l'atmosphère terrestre était essentiellement composée d'azote, de dioxyde de carbone et de méthane. Pas d'oxygène libre. Et dans cette atmosphère, la vie complexe telle que nous la connaissons était impossible. Les organismes qui existaient à cette époque étaient microscopiques, anaérobies, profondément différents de tout ce qui peuple la Terre aujourd'hui. Quand l'oxygène a commencé à s'accumuler, il a représenté une catastrophe pour la plupart de ces formes de vie. Un gaz qui était inexistant est devenu progressivement dominant, et il était toxique pour les organismes qui avaient évolué sans lui. Ce que les géologues lisent dans les couches de sédiments, c'est ce basculement, cette transition. Ce moment où la planète a changé de chimie atmosphérique de façon irréversible. Et le chrome est l'un des indicateurs les plus précis de ce basculement, parce qu'il y répond de façon binaire. Soit l'oxygène est là et il migre, soit l'oxygène est absent et il reste immobile. Ce petit métal gris, celui qu'Antoine avait nommé du nom de la couleur dans un laboratoire parisien, celui que Lucien avait trouvé dans un coin poussiéreux de son atelier, celui que Camille avait débusqué dans l'eau d'un quartier empoisonné, celui qu'Étienne avait fait chanter en rouge dans un cristal de rubis, portait en lui depuis 2 milliards d'années une mémoire que personne ne savait lire. Voilà ce que je retiens de toute cette histoire. Nous avons tendance à penser que comprendre quelque chose, c'est en prendre le contrôle, que la connaissance est une forme de maîtrise. Mais le chrome nous enseigne quelque chose de différent. Il nous enseigne que les mêmes propriétés qui font la grandeur d'un élément sont aussi celles qui le rendent dangereux. La même mobilité chimique qui permet au chrome de changer de couleur selon son environnement est aussi celle qui lui permet de traverser des membranes cellulaires qu'il ne devrait pas traverser. La même couche protectrice invisible qui protège un bistouri est aussi ce qui donne à certaines industries l'illusion que le problème est résolu alors qu'il est simplement déplacé sous terre. La même capacité à s'adapter à son contexte cristallin qui fait la beauté d'un rubis est aussi ce qui rend cet élément si difficile à contrôler quand on le sort de son contexte naturel. Cet atome n'est ni bon ni mauvais. Il est ce que nous en faisons. Et les conséquences de ce que nous en faisons ne restent jamais abstraites. Elles s'écrivent dans des corps, dans des nappes phréatiques, dans des couches de peinture qui noircissent lentement derrière des vitres de musée. Alors voilà la question que je vous pose. Si la même chose peut sauver des vies dans une salle d'opération et en détruire d'autres dans une nappe phréatique, si le même atome peut colorer un chef-d'œuvre et l'effacer lentement, si la connaissance scientifique ne suffit pas à garantir que nous faisons les bons choix avec ce que nous savons, alors qu'est-ce qui décide vraiment de quel côté de la frontière on se retrouve? La science ou les décisions de ceux qui l'utilisent? Dites-le en commentaire, parce que cette réponse dit beaucoup sur la façon dont on voit le monde. Si cette histoire vous a appris quelque chose que vous ne saviez pas ce matin, laissez un pouce bleu et abonnez-vous. Ça aide vraiment à continuer ce travail.